ça. On mesurera le vent aussi tout à l'heure. Et ça, je peux te montrer comment faire. Le matériel est soumis à rude épreuve. Ah, je me suis pris des gaz brûlants dans la tronche. Alors, on a déjà vu quelques métiers originaux. Aujourd'hui, on va en voir un que je trouve particulièrement sympa. On se trouve sur l'archipel de la Guadeloupe, plus précisément sur l'île de Basse-Terre, où se trouve un des rares volcans français. Et son observatoire, l'observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. Alors, il se trouve que je viens assez régulièrement en Guadeloupe, j'ai des amis ici, et pour mon dernier passage, je me suis dit, je suis jamais venu à l'observatoire, je suis déjà monté au sommet de la Soufrière, je ne suis jamais venu à l'observatoire, je n'ai jamais discuté avec les volcanologues, ça pouvait être l'occasion d'une vidéo assez intéressante, et donc aujourd'hui, on va accompagner 2 volcanologues de l'observatoire sur la Soufrière. Alors, là tout de suite, je ne suis pas encore tout à fait au fait de ce qu'ils vont faire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on allait surveiller plusieurs capteurs et faire des relevés de gaz au sommet du volcan. Mais on va voir, c'est pas sûr. Bon, alors, on est maintenant sur les flancs de la Soufrière, donc on est déjà à presque 1000 mètres d'altitude, même un peu plus que 1000 mètres. Et aujourd'hui, on va être en compagnie de Sébastien et Julien, qu'on va accompagner sur le volcan pour des mesures, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure que c'était des... De l'extensométrie. De l'extensométrie, voilà. Donc on va voir à quel point le volcan se dilate ou se rétracte sur la base de la déformation de certaines failles, c'est ça ? C'est ça, donc on va mesurer l'écartement entre les failles pour rendre compte des déformations du volcan. Voilà, et si j'ai bien compris le chef tout à l'heure, le volcan a tendance en ce moment à s'affaisser d'un côté et gonfler plutôt de l'autre. On dirait ça ? Alors il y a un côté qui gonfle un petit peu parce qu'il y a un mouvement gravitaire, donc il y a le volcan c'est le dôme de la Soufrière, c'est vraiment un cône tronqué. Ouais. Et ce cône tronqué il s'appuie d'un côté sur le reste de la montagne, donc Carmichael, etc. Donc c'est une montagne assez costaud. Et de l'autre côté ça descend jusqu'à la mer. Donc du côté qui descend jusqu'à la mer, il a tendance à se déformer et à glisser de ce côté-là. Donc nous ce qu'on va mesurer sur le dôme ici, c'est l'écartement entre certaines failles et ces mouvements ces variations de l'écartement entre les failles. Il est surtout dû aux différences de pression qui arrivent par en dessous et donc la circulation des fluides essentiellement qui circulent à l'intérieur du dôme. Ok. Bon il y a plus qu'à. Ah si, on va encore dire un truc. Concrètement, vous êtes plutôt volcanologue, géologue, sismologue, un peu des trois, autre chose ? Comment vous décrirez plutôt d'un point de vue professionnel ? Alors, moi je suis ingénieur à l'Observatoire volcanologique et je m'occupe surtout des déformations, c'est ma spécialité. Je suis un spécialiste à la base de la gravimétrie, des mesures de déformation, des mesures de variation du champ de pesanteur terrestre. Et ici, plus des déformations du volcan mesurées par GPS ou par extensométrie. Voilà. Et du coup, toi, Julien ? Du coup, moi je suis ingénieur en instrumentation. Donc je m'occupe de tout ce qui est appareil de mesure et sur les prises de données. Donc on était plutôt sur le aucun des trois alors. Mais en quelque sorte. Au final, il y a besoin de pas mal de métiers différents à l'observatoire pour faire tourner la grosse mécanique. Absolument. Voilà, qui ne sont pas forcément les métiers qu'on imagine à l'origine. Le but c'est de voir ça un petit peu aujourd'hui. Impeccable. Bon c'est parti alors. Alors on notera un truc rigolo, c'est que là on est aux Antilles. Sous un climat tropical et pourtant on est équipé de vestes parce que en altitude ça commence à meuler. Pendant les 5 heures qu'on a passées sur le volcan, on s'est mangé 5 heures de pluie parfois très intense. Alors soyez pas étonnés de la qualité de certaines images. Notre ascension est quelque peu compliquée par certains éboulements assez impressionnants. Donc ça c'est depuis Fiona. C'est Fiona, pendant Fiona il y a eu ça. C'est ce pourquoi le sentier est fermé au grand public aussi. C'est qu'il y a des éboulements comme ça qui ont coupé les sentiers et qui les ont recouverts par endroits. Donc là on voit bien le glissement de terrain qui part de là-haut et qui continue jusque beaucoup plus bas. Il vaut mieux pas être là quand ça dévale quoi. Il est balèze celui-là.
Tout pas mal à voir. Ouais. Cadre-moi. Le truc, c'est que quand Fiona est arrivée, elle a déversé 1,20 m de pluie en une nuit. 1,20 m, ça fait beaucoup. Ici, c'est ce qui tombe à l'année, normalement, je crois. Donc ouais, ça provoque quelques dégâts. Donc là, je vois, on est déjà pas mal monté sans que vous fassiez le moindre relevé. Est-ce que ça veut dire que la plupart des failles sont vers le sommet? Alors, elles sont plutôt d'un côté du sommet. Et là, on fait que contourner, grosso modo, la base du dôme. Donc effectivement, l'endroit où on va plus mesurer, c'est au sommet même, parce qu'il y a pas mal de failles qui sont bien visibles. Ouais. Et aussi sur le flanc, disons, sud-est, qui est plus fracturé. Et aussi où les failles sont plus accessibles. Parce que le problème de cette technique de mesure, c'est qu'il faut qu'on ait quand même deux côtés de la faille, avec des blocs rocheux bien costauds, bien en place, sur lesquels on peut mettre des crochets pour pouvoir réaliser la mesure. Quand on a la végétation comme ça, on ne peut pas. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est ce qui a un peu contraint le nombre de sites. Je le vois. Et les sites eux-mêmes. Donc là, on vient de croiser un autre éboulement assez impressionnant, ce qui explique pourquoi le sentier est fermé au grand public. Et au fur et à mesure qu'on monte, on commence à sentir une odeur persistante d'œufs pourris. J'allais dire de vieux P, mais oui. C'est le soufre qui donne son nom au volcan, tout simplement. Et vous avez peut-être remarqué aussi, on a la végétation qui commence à dépérir. Donc c'est vraiment lié à cette odeur. Dans cette zone-là, donc dans toute cette zone-là, on a les fumerolles qui sont facilement rabattus par le vent. Les alizés qui soufflent toujours d'est d'une manière assez continue. Ouais. Et donc il arrive assez fréquemment que ces fumerolles soient rabattues sur le flanc du volcan, sur ce flanc du volcan-là. C'est pour ça que tu as senti l'odeur tout à l'heure. Ouais. Et qu'on voit certaines espèces de végétation qui dépérissent avant d'autres. D'accord. Et vous verrez au sommet, là-haut, il n'y a plus du tout de végétation. Ah oui, c'est lunaire. Ouais. Parce que c'est vraiment... les gaz ont tué toute la végétation. Le panorama est moyen aujourd'hui. Et ouais, voilà, c'est un peu dommage parce que j'aurais peut-être eu des petites choses à vous montrer. Ouais. En bas, il y a un contrevent, il y a une station sismique qui est un peu un cas d'école des stations sismiques qu'on installe à l'observatoire. D'accord. Donc c'est basé sur une alimentation autonome en énergie via des panneaux solaires et la transmission en direct à l'observatoire, ici par Wi-Fi parce qu'on n'est pas très loin. En Wi-Fi? Ouais, donc c'est des petites stations qui sont tout à fait autonomes et qu'on va maintenir de temps en temps. Et celle-ci, elle a été installée il y a quelques années. Elle est de particulièrement bonne qualité, surtout parce qu'elle est très à l'abri du vent. Il faut savoir qu'on a deux sources de bruit sismique qui perturbent un peu nos mesures sur l'île. C'est les sources qui viennent du vent. Grosso modo, le vent fait boucher les arbres et les racines des arbres font bouger le sol. Donc si le sismomètre est trop près d'un arbre, il va être sensible à ça. Ouais. Et aussi au bruit qui vient de la houle qui tape contre la houle d'ici. Voilà. Donc ça fait un petit bruit de fond, on va dire, qui est visible. J'aurais dit qu'à ce stade-là, tu sentais les promeneurs aussi dedans, non? Ah ben s'ils passent à côté, on les sent. Ouais. Donc on a un sismomètre qui est un petit peu à je sais pas, 2 ou 3 mètres du sentier lui, au niveau de l'échelle. Et donc quand il y a des promeneurs, les courses à pied, on les voit très bien. Bon, en ce moment, ça doit aller. Ouais, là c'est calme. Et puis les autres stations sont pas au bord du sentier, donc elles sont pas trop sensibles à ça. Ok. Bon. On va voir un peu plus loin s'il y en a une que je peux vous montrer. Ouais, j'allais dire aujourd'hui, il n'y a pas trop de sismomètres au programme alors. Alors nous, c'est pas le programme d'aujourd'hui, non. D'accord. T'as des touristes qui viennent tapoter sur le sismomètre juste pour voir des fois ou... Non, ça c'est vraiment, on a très peu de gêne de ce côté-là. Mais là on parle d'un instrument qu'on va installer à Grand-Îlet, qui est un petit îlot des Saintes. Ah ouais. Et Julien est nouveau, il est arrivé il y a à peu près un mois. Ah, avec le renouvellement de l'équipe, tout ça? Ah ouais, tout nouveau membre de l'équipe. Ok. Donc aujourd'hui c'est une belle sortie pour que un vieux machin comme moi, il monte les petites choses du terrain, discuter du fonctionnement de nos équipements, etc. Donc là il faut que tu sortes le détecteur de CO2 et de multigaz là. On va commencer à s'équiper. Donc nous voici arrivés au premier site de mesure. Donc là, tu vas mesurer les gaz à la sortie du gouffre là, c'est ça? Non, on va mesurer l'écartement des failles dans la faille. D'accord. Okay. Alors pourquoi il te sort le détecteur de gaz? Pour des zones de sécurité. Ah, ok. Donc on est un peu dans une cuvette. Ah ouais, qui en plus se trouve à la plomb d'une grotte qu'on appelle le gouffre Spallanzani, qui est rempli de CO2.
c'est ça. Ah oui, effectivement, il y a un risque d'asphyxie. Quoi. Et donc voilà. Donc comme le gaz, le CO2, c'est lourd que l'air et il a tendance à rester en bas. Ouais. Il y a un peu de vent. Eh ben, on s'équipe de détecteurs et si le seuil mesuré est trop important, on fout le camp. On s'en va, voilà, tout simplement. D'accord. Hop, tiens, je prends le petit. Ouais. Je vais prendre le gros. Il faut appuyer 3 secondes sur le OK pour l'allumer. Et là, il va nous envoyer ses paramètres. Il dit qu'il est content. Puis après, il suffit de l'accrocher sur soi, plutôt en bas. D'accord, ouais. Hop, je présente pas la poche. Clac, et voilà. Donc s'il se met à hurler, on s'en va. Quoi. Exactement. Vous vu comment il sonnait, on ne peut pas le rater. Hein. Hop. Donc là, on va descendre dans ce petit groupe, enfin, se faufiler sous un bloc rocheux et arriver sur le site de la mesure. Okay. Donc faire attention un peu aux pieds, à la tête, tout ça. Et bien sûr, c'est des gens équipés de détecteurs qui passent en premier. Absolument. Donc je vais vous montrer le chemin. Ah merde. Voilà. L'air que de tomber, ouais. Ouais, un peu quand même. Hein. Gaffe au trou, ouais. Le trou, faut pas tomber dedans et c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Bon, à partir de là, j'ai envie de dire, on vous voit bien, je crois qu'on va vous filmer de là, parce que sinon après, là, c'est quand même vachement technique. Avec les caméras et tout, c'est une petite chatière, il y a un petit trou. Alors les gens, voilà, c'est assez photogénique, on va dire, mais c'est comme vous voulez. Non, mais on va filmer d'ici, ça marche aussi. Ok, pas de soucis. Ouais. Moi, je vais filmer un peu. Comme ça. Après, on a le temps, hein, parce que nous, on va mettre un certain temps pour mesurer. Oui, mais... Donc, si vous voulez c'est pas grave. Ça vous laisse... Nous, on souffle, hein. Comme vous voulez. Pas de soucis. Nickel. Bon, ben, voilà. En tout cas, si vous décidez de venir, sachez qu'il y a un trou là. Ouais. Il ne faut pas tomber dedans. Et le trou dans lequel il faut tomber, c'est celui, c'est celui qui est juste après. Donc, voilà. Hop. Du coup, ça, ce trou là, tu vois, ça, c'est le gouffre Spallanzani. Ok. C'est l'entrée de la cavité. Alors, elle est décrite dans la littérature comme étant une grotte dans laquelle on peut rentrer, etc. Non, bien, ouais. On pense qu'en contrebas, là où on est passé au niveau du sentier, il y avait une ouverture à l'époque qui a été fermée par le glissement de terrain. D'accord. Mais avant, il passait... Ouais, voilà, il y a Dominique Gibert qui est passé là-dedans. À l'époque où c'était pas encore plein de CO2. Et du coup, il a pu voir que la salle, elle fait à peu près 50 mètres de long, quinzaine de mètres de hauteur, une vingtaine de large, je crois, et une pente assez importante de 15-20 degrés. Et elle est décrite aussi dans le bouquin de Spéléo qui a été fait dans les années 80. Le fameux bouquin où ils expliquent... Voilà, tous les groupes un petit peu, ils ont visité. Toujours est-il que maintenant, c'est plein de CO2, donc si on veut y aller, il faut absolument avoir un système aéré, donc des bouteilles en fibre, enfin un peu comme la plongée, mais sauf que c'est la fibre de l'air, soit plus léger. Du coup, on n'y va pas, tout simplement, parce qu'on n'a rien à y faire. Voilà, et on va mesurer au fond, là-bas. Donc là, tu peux poser le matériel, sortir la sonde de température, l'anémomètre, on va s'en passer, parce que visiblement, il n'y a plus qu'un vent. Donc là, je clip le crochet côté ruban d'un côté du trou, la faille, et hop, de l'autre côté, je tends ici l'instrument. Hop, voilà, là je suis prêt à mesurer. Donc on peut sortir le carnet de terrain et tout, maintenant que ça c'est en place. Alors la sonde de température en général, on la sort du sac en début de mesure et on prend la valeur à la fin et on la met à l'ombre. Voilà, c'est bon, aujourd'hui il n'y aura pas de problème de soleil. Mais sinon, en fait, quand tu fais pas ça, tu mesures grosso modo la température du sac. Ouais, ça marche, d'accord. Il fait plus chaud à cause de l'effet de serre. Donc grosso modo, l'idée c'est de la mettre à l'ombre dans un endroit un peu représentatif du site. Mais aujourd'hui, je pense que pour ce qui est du soleil, on ne sera pas gêné. Non. Voilà. Ok. Donc faut que je récupère le carnet de terrain. Donc là, Seb, vous mesurez l'évolution de l'écartement de la faille. C'est ça. Donc il y a un crochet en inox qui est passé de chaque côté de la faille et on vient toutes les 6 semaines mesurer. C'est parti. Le ruban, il faut mesurer le ruban. Alors le problème c'est qu'il est tout rouillé et qu'on n'y voit plus rien. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Si. De l'autre côté, c'est... Non, c'est un pouce. Je vais faire la conversion. Tac tac, et c'est parti, je vais t'en dicter 5. Ok, la première ce sera 30,58. 30,58. Ouais. 30,43.
Ouais. 30-51. Tac tac, donc on est dans la ligne de la dernière fois, ce qui va bien parce que ce site là bouge pas en général, très peu, vraiment très peu. Donc voilà. Alors ensuite on va démonter ça et puis on va mesurer le fissureau qui est là-haut. Bon. Alors là on est au fond d'une faille. Moi qui aime pas trop l'altitude, je suis moyennement à l'aise. En plus il y a des gouffres, des endroits un peu, alors ça se verra pas forcément à l'image, mais il y a des endroits où il vaut mieux pas trop tomber dedans. Alors c'est pour ça là on s'est dit on va les laisser descendre, les filmer de loin, ils ont les micro-cravates, tout va bien. Voilà. Donc on mesure si tu peux les refilmer. Perpendiculaire au plan de faille, un peu l'équivalent de ce qu'on vient de faire ici avec l'extenso. Ouais. On mesure aussi parallèle au plan de faille mais horizontal. D'accord. Ouais. Parallèle au plan de faille, vertical. Ouais, ça marche. Comme ça on a les trois directions de déplacement le long du plan de faille. Okay. Bon allez voilà. T'as tout ce qu'il faut pour mesurer ouais, c'est le pied à coulisse qui est dans ton sac. Alors, j'ai dit vertical pour commencer. Hein. Ouais. Donc c'est ces deux-là. Attends, je les repère un peu. Bon. Ok, ça marche. Du coup, tu prends extérieur-extérieur. Voilà, de l'extérieur à extérieur. Ouais. Et il faut utiliser le mets-plat. D'accord. Du pied à coulisse. Plutôt pas la pointe. Ça sera plus précis si tu utilises le mets-plat. Et tu verras que les petits nous là, ils sont un petit peu bombés. Ouais. Donc faut se mettre au bout du machin quoi. D'accord. Du coup, c'est vraiment la valeur la plus forte au final. Ok. Si t'es pas tout de travers. D'accord, il faut pas se mettre tout de travers, voilà. C'est un peu petit coup de main à prendre au début. Donc si tu veux bien noter, si t'es prêt. Ouais, je suis prêt. Pas moi. 58,82. Combien voilà. 58,82. 58,82. Ouais. Bon, tournage interrompu pour cause de pluie. Là, depuis, ça fait 5 minutes qu'on se prend une méchante saucée. Le deuxième cadreur qui est remonté. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a de la flotte sur l'objectif. Cette vidéo va être épique. Voilà. Et là, Sébastien et Julien sont toujours dans la faille en train de faire leurs mesures. Et bon, comme c'est raide, on a dit, nous, on les attend. Fais gaffe à la sortie, ça glisse un peu. Ouais. Un peu. On m'avait dit qu'il fallait que je prenne une veste, mais on m'avait pas dit pour le maillot de bain. Ouais, c'est clair que là, on prend bien la saucée. On a un des deux instruments qu'on utilise qui est assez sensible à la pluie. Donc je pense qu'on va pas faire toute la journée complète. Et là, ce que je propose, c'est qu'on a directement du puits, là où ça bouge le plus, pour essayer de mesurer ça. Okay. On aura déjà ça, on va dire. Okay. On va aller à l'essentiel. Là, si tu te penches, mais pas trop, tu verras l'endroit où on était tout à l'heure. On était au fond là, tout à l'heure. Si il n'y avait pas tant de brouillard, tu verrais qu'en fait, ça, cette faille, c'est une faille qui casse le volcan vraiment en deux là. Tu vois, ça marche, ok. Ouais, donc la souffrière, elle est sur cette faille, qui est à peu près nord-sud à ce moment-là, à cet endroit-là, qui donne de l'autre côté du volcan, au niveau de la faille de Lati, qu'on appelle. C'est là où ça fumote au niveau de la route. D'accord. Okay. Et grosso modo, là, ça c'est la fracture principale qui casse le volcan en deux. Si tu vois les photos de l'époque de 76, ça faisait vraiment comme une crête. D'accord, les fumoirs étaient alignés. Et donc ça c'est la forme du nord, c'est ce sur quoi ça donnait. Et donc cette forme du nord, tu vois la dépression qui est là, c'est cette fente, cette faille. Donc on est vraiment dans la faille là. Et tu as ce côté, donc le volcan, le dôme est cassé en deux, en ce côté et celui-ci. Et ce qu'on mesure par GPS, c'est ce que tu vois sur le terrain. C'est-à-dire que ce côté-là, il part légèrement vers la gauche. Voilà. Et il descend. Et il descend aussi. Et tu as la découverte qui est en haut là-haut, c'est le point le plus haut. Et voilà, donc il y a ce déplacement-là qui se fait ça marche. Très lentement au fur et à mesure des années. Cette faille, elle est bien nette jusqu'à le gouffre du puits tarissant par là. Et après, c'est vraiment, le dôme, il est fracturé un peu comme des quartiers d'Orange. D'accord,
Et c'est là qu'on va faire le plus de mesures et c'est là qu'il y a le plus d'activités fumoroliennes, etc. Okay. Donc ça c'est une tige d'Helmont, donc c'est des repères géodésiques, donc des repères de position spatiale. Hein. Et ces tiges-là, elles sont faites pour pouvoir accueillir un embout, un laiton, sur lesquels on place des antennes GPS. Et on vient comme ça tous les ans mesurer pendant 2-3 jours sur chacune de ces tiges-là. Il y a une trentaine sur le massif. Et donc ça permet d'avoir d'une année sur l'autre comment ça s'est déplacé, le déplacement d'une année sur l'autre. Il y a pas mal de ces tiges-là qui sont aussi équipées de détecteurs de GPS en continu et qui on va les donner tous les jours à l'observatoire. Donc on a une fréquence plus haute d'acquisition sur ceux qui sont en continu. Par contre, ils sont un peu plus espacés. Et c'est quoi la précision de mesure là-dessus? C'est centimétrique ou un peu plus bas que le centimètre. D'accord. Plus bas que le centimètre. Bon, alors là, on arrive doucement au sommet alors. Là, on arrive, ça y est, on est sur le plateau sommital. Okay. On vient là, tu as vu la rupture de pente, on est presque sur du plat. Ça y est, c'est le plateau sommital. Alors le plateau, il est presque plat, hein, mais pas tout à fait. Donc la petite colline qui est juste là, ça fait partie du plateau sommital aussi. Et le sommet, c'est le tas de cailloux qu'on aperçoit à peine là-haut, sur lequel les gens ont fait un espèce de gros cairn. Donc ça, c'est le sommet, ça s'appelle la découverte. Et c'est le sommet des Petites Antilles. Ouais, quand même. okay. Ouais, voilà. Et nous, on va aller mesurer un peu plus loin, dans différents gouffres et failles. Voilà. Et on va commencer par ces points-là parce qu'ils sont plus intéressants. Avec la météo, j'ai peur qu'on ne puisse pas terminer la tournée. On verra bien. Hein. Donc on commence par les points qui sont les plus sensibles, on va dire. Et puis on fera les autres après. Ah, ok. Il a dit quoi ce matin, Ivan? Non, on va avoir du beau temps. Ouais. Peut-être qu'on va commencer par Napoléon. Ok. Ouais, on va commencer par Napoléon et après on voit si on peut faire du puits. Puis après on plie boutique parce qu'on va flinguer l'instrument sinon. D'accord, ouais. Donc on met les masques et on va dans la zone fumorolienne du coup. Okay. Hop. Hop, donc là il va falloir se couvrir le nez avec vos plus beaux masques. Ouais, la matériau va avoir tendance probablement à se détériorer. Ouais. Du coup j'essaie d'aller dans les sites où il y a le plus de valeur, où ça bouge le plus. Ouais. Parce que je pense qu'on ne pourra pas tout mesurer aujourd'hui, donc on va aller aux endroits où ça donne le plus de signal. Ouais, à partir de maintenant, faites un peu attention au sol parce qu'il est chaud. Ouais. Donc si vous voyez un truc comme ça, si vous mettez la main, vous allez vous cramer très rapidement. Ok. Et pareil pour les pieds. Ok. Donc voilà, prudence. D'accord. Donc là, j'imagine que c'est l'exact même manip que tout à l'heure. Exactement. Donc le même principe, un crochet de chaque côté. Ouais. On déroule l'extensiomètre. Ouais. Et la mesure est constituée de la valeur mesurée sur le ruban lui-même, plus une petite valeur qui est mesurée au pied à coulisse ici. Et pour réaliser la mesure, on aligne des traits qui vont donner une tension toujours égale à un ressort. Ouais. C'est pour ça qu'on sait qu'on repique exactement la même mesure tout le temps. Voilà. Donc on a fait la sonde de température de l'ombre, là c'est un peu Je la prends moins de tout de sens, suite mais- ou après? Comment? La température, je la prends tout de suite? Non, il ne faut pas que le thermomètre reste dans le ça, sac. ouais, ok. Tac, tiens, je vais donner ça. On mesurera le vent aussi tout à l'heure. Mais ça, je t'ai pas montré comment on fait encore. Bon, ça va être difficile parce que... « 22,45 » 21,95 » Tu vas avoir les 5 là, non? J'en ai même 6, excuse-moi. Et donc tu fais une médiane de ça après, c'est ça? Une moyenne, ouais. Une moyenne propos. Il y a 2 opérateurs pour limiter les biais aussi de la mesure, comme c'est une mesure optique. Quoi. Ouais. Fais attention de ne pas taper. Ça bouge beaucoup, hein? C'est impressionnant la chaleur qui vient de la fumerole. Ouais. On va aller mesurer la température tout à l'heure. Ouais. 22,76. 23,36. Allez, le vent se lève, ça se voit dans les valeurs. Donc là, je le redis juste au effort pour la caméra, mais tu viens de faire des mesures au-dessus du gouffre, là, et maintenant tu mesures l'intensité du vent. C'est ça.
pour avoir une idée de ta possible marge d'erreur sur les mesures. C'est ça rend compte on comprend mieux pourquoi les mesures de vraiment de qualité, quand il y a beaucoup de vent, c'est possible de réaliser la mesure. La température, puis là maintenant. Température, je vais ici. Alors, yes. Donc maintenant, je pense que c'est stabilisé. D'accord. Faut juste appuyer là. Ça va être alors ensuite c'est plus tard, voilà, c'est 20,4. Tac. Impec. On va aller mesurer la température de la fumerole aussi. Et moi je vais décrocher l'appareil. Ok, ça marche. Mais si tu veux, tu recules là, fais gaffe de mettre ta main dedans. Ok. Tu la mets dans la fumerole, je vais t'occuper toi. Ok, ça marche. J'arrive. Ah, je me suis pris des gaz brûlants dans la tronche. C'est bon? Ouais. Le matériel est soumis à rude épreuve. Ouais. C'est vrai que là les... Attends, tu sais quoi? Je regarde juste si ça enregistre toujours chez toi. Ah bah non. Ah mince. Bon, bah, du coup on va aller mesurer dans le bout du puits. Ouais. Ça c'est les deux endroits où on a le plus de signal. Ouais. Comme ça va être un peu limite pour continuer aujourd'hui. Ouais. On va essayer d'assurer ces mesures là. Ouais, ok. Et du coup après on s'arrache ou quoi? Comment? Après on redescend, les conditions sont trop s'il mauvaises. pleut comme ça, on va pas rester plus longtemps parce que l'appareil n'est pas aimé quoi. D'accord. Le gouffre du Puy est l'un des nombreux gouffres de la Soufrière. Il est un peu en contrebas des autres et beaucoup plus végétal. Pour la peine, aujourd'hui, il est aussi inondé par plus de 30 cm de flotte, ce qui complique légèrement la progression. Seb et Julien vont y faire les dernières mesures d'extensométrie de la journée avant qu'on redescende. 15,89. Yes. 16,14. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Et tu constates des écarts de combien d'habitude là-dessus? Alors les écartements c'est quelques millimètres par an pour les failles qui bougent le plus. D'accord. Sa tête c'est encore plus bas comme tout. Ok. Donc là juste à côté de moi il y a une grosse touffe d'herbe, un truc, voilà, ça c'est tombé pendant la tempête Fiona. Et ça les emmerde pour une des mesures, parce que c'est dans le chemin. Merci. Alors, récemment j'ai demandé à Canon s'ils pouvaient me trouver 2 caméras et si je pouvais les acheter. Ils m'ont proposé de les prêter et j'ai dit non, et la raison c'est ça. Alors c'est rigolo parce que ça s'appelle l'ananas rouge pays ou un truc comme ça, je vérifierai ou au pire je le noterai sous la vidéo qui d'ailleurs va être dégueulasse. On va rien voir. Et ça c'est une fleur qui est capable de pousser dans le cratère. Je crois que c'est le tournage que j'ai fait dans les pires conditions jusqu'à maintenant, c'en est épique. Les images vont être dégueulasses. Donc là derrière moi il y a le gouffre tarissant, c'est là où il y a le lac d'eau acide en fait. C'est difficile de voir le fond mais le gouffre est impressionnant. On a lâchement abandonné nos 2 amis qui sont encore en train de faire des mesures parce qu'on était vraiment en train de patauger. Mais là il n'y a plus, on est imbibé jusqu'à l'os là. Pendant que je fais quelques plans des ananas rouges et du gouffre tarissant, Seb et Julien reviennent du gouffre du Puy. Pas la peine de s'acharner, le temps est vraiment trop mauvais. Seb décide alors de redescendre. Mais plutôt que de reprendre le chemin de l'allée, qui s'appelle le chemin des dames, Sébastien nous emmène sur le chemin des géologues. C'est une zone fermée au public même en temps normal parce qu'il s'avère que c'est la zone la plus active du volcan. On va donc passer à côté des plus grosses fumerolles et j'aurais adoré vous faire de magnifiques images de ça. Malheureusement c'est le côté auvent du volcan et donc c'est là que la météo a été la pire.
ça c'est la fumerole de cratère sud centre. Donc c'est une fumerole qui est très active et qui est suivie depuis très longtemps. Ah, elle est belle, hein. Et du coup c'est un petit peu dangereux, donc on s'approche pas à moins de 2 mètres du... Ouais, tu m'étonnes. Ça vaut mieux pas y tremper les orteils. On marche pas dans la cuvette non plus. Ouais, tu m'étonnes. Alors souvent la cuvette est sèche en général, hein, c'est vraiment la pluie de ruissellement qui est arrivée jusque là. Voilà, ça vaut quand même le coup d'œil, c'était dommage d'arriver jusque là et pas ça. Et puis il y a une autre qui est juste un peu plus en dessous, qui a probablement plus fort débit mais qui est encore moins accessible. Souvent on commence pas mal la fumerole, des fois on voit les bouches qui sortent. J'ai pas entendu. Suivant comment la fumerole est rabattue par les vents, des fois on voit les bouches où il y a vraiment le gaz qui sort. Ah ouais. Donc c'est juste là, mais voilà. Ouais, on n'aura rien de plus. Oh putain, non. À ce moment du tournage, les conditions sont devenues tellement mauvaises que j'ai préféré qu'on range les caméras. Les micro-cravates ont aussi commencé à déconner sérieusement, ils avaient déjà coupé à plusieurs reprises, ce qui explique que le son soit assez inégal dans cette vidéo. J'ai l'impression de marcher dans une mare qui a mangé de l'eau dans les pompes. Et le chemin de la descente était particulièrement raide, alors c'était plus simple d'avoir les caméras à l'abri dans le sac. Je tiens quand même à souligner la vaillance du matériel, que ce soit les caméras Canon ou les micros DJI, qui ont tenu bon malgré ces conditions extrêmes. Et pour finir, le comble de la guigne, à peine nous sommes de retour sur le bitume, que le temps se dégage. Bon alors le tournage s'est pas passé comme prévu, d'ailleurs là je parle sur le tour de la caméra parce que tout le matos a salement pris la flotte, donc bon, ça n'empêche pas les caméras de fonctionner en soi, mais ça empêche de faire des images correctes. Déjà là je vois qu'il y a des sales reflets sur l'objet, ça va être immonde. Voilà pourquoi je voulais pas que Canon me prête des caméras, parce que je les aurais rendues dans un état pas possible. C'est le tournage le plus compliqué que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc bon, je verrai au montage ce qu'on a comme image, on fera avec ce qu'on a malheureusement. Et après, alors là on va faire une petite pause, on va sécher un peu les fesses, manger un petit truc, et ensuite on va voir l'émission de l'observatoire à l'observatoire. Je suis désolé pour ce son dégueulasse, malheureusement à ce moment-là tout ce qui me restait c'était le micro interne passablement détrempé de la caméra. Cette vidéo est déjà bien assez longue, alors j'ai décidé de la diviser en deux. Je vous retrouve donc très vite pour la deuxième partie de la vidéo où nous allons retrouver Sébastien ainsi qu'Ivan, le directeur de l'observatoire, à l'observatoire et où ils vont nous parler du reste de leur mission. Alors en attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks et à la revoyure.